remercie bien sûr les organisateurs de m'avoir invité sur un sujet qui est évidemment extrêmement important parce que dans les prévisions, s'il y a une chose qui est sûre, ce sont les prévisions démographiques. Les démographes ont toujours raison. Et donc on sait qu'en Europe, en Amérique du Nord, en Chine, on est déjà dans une explosion de la vieillesse. Nous sommes des nations qui deviennent vieilles. J'en suis une des preuves. Et donc nous allons avoir à traiter de plus en plus de sujets âgés en périopératoire et les gériatres ont un avenir radieux devant eux et malheureusement ils ne sont pas suffisamment nombreux. Alors je n'ai pas de conflit d'intérêt avec ce sujet, enfin quoique, mais bon. Alors c'est un sujet d'actualité parce que cette année sont parues les recommandations de la Société européenne sur le délirium post-opératoire, donc je vous laisse le lire. Je citerai quelques-unes des recommandations, mais je ne vais évidemment pas vous les redonner, ça n'a pas de sens. Et ces recommandations, elles commencent par de la physiopathologie. Alors ça, c'est assez inhabituel, des recommandations qui sont en principe basées sur des preuves. Et s'il y a une chose qui n'est pas basée sur des preuves, c'est quand même la physiopathologie. Donc ça veut dire qu'ils ne sont quand même pas très sûrs globalement de leurs recommandations. Et donc ils préfèrent dire, voilà, quand même, il y a des bases physiologiques. Alors il y a deux choses importantes dans ce graphe que j'ai repris. La première à gauche qui est l'incidence des différents troubles cognitifs au cours du temps. Alors, il y a une nomenclature anglo-saxonne qui a été changée il y a 5 ans à peu près, qui est de dire il y a des choses qui sont transitoires ou en principe transitoires, et ils appellent ça Delayed Neurocognitive Recovery. Ça, c'est de la récupération neurocognitive retardée, dans laquelle on met le délirium. Quand on parle de délirium, c'est plutôt limité à la première semaine. Et ça, cette récupération neurocognitive retardée, c'est 1 mois. Puis après, il y a autre chose qui sont les troubles cognitifs à long terme. Alors bien sûr, ça peut suivre une période de troubles cognitifs qui persistent après 1 mois. Et pourquoi c'est séparé? Parce qu'on a tous dans l'esprit que le délirium, ça va entraîner des troubles cognitifs à long terme. Mais en fait, on n'en est pas sûr. Le problème, c'est que ce sont les mêmes facteurs qui entraînent du délirium que ceux qui entraînent une aggravation cognitive post-opératoire. Et donc, comme il y a une interaction forte entre ces deux facteurs, c'est difficile de dire, impossible de dire que le délirium va être la cause des troubles cognitifs. C'est plutôt une association. Donc il vaut mieux séparer les deux pour savoir de quoi on parle. Donc là, je ne vais pas parler de troubles cognitifs à long terme. Autre chose, je vais parler de délirium. Et puis à droite, il y a la physiopathologie. Donc il y a des facteurs prédisposants, on en a largement parlé. En particulier l'âge et les troubles cognitifs, ce sont les deux sûrement plus importants. Il y a des facteurs précipitants, il y en a beaucoup. Et puis il y a des mécanismes physiopathologiques. Et là, je voudrais insister sur un particulier qui est la neuroinflammation. La neuroinflammation, dans tous les modèles expérimentaux, c'est associé chez le rat, avec ce qu'on peut tirer de troubles cognitifs chez le rat, à des troubles cognitifs relativement sévères. Et l'inflammation, c'est au premier plan. Après, il y a d'autres choses. Là, j'en parlerai moins parce qu'en fait, ça n'a aucune conséquence pratique. Alors évidemment, l'inflammation, ça a des conséquences pratiques. C'est que vous savez, l'inflammation, c'est la chirurgie. Vous savez que de plus en plus, on s'oriente vers des chirurgies moins invasives, voire mini-invasives, et que cette évolution, évidemment, elle est très favorable. Puisque d'un côté, on a l'âge qui augmente, on a les troubles cognitifs qui augmentent. D'un autre côté, on a une chirurgie de moins en moins agressive qui va limiter le risque de délirium et de troubles cognitifs. Alors les causes de délirium, ça c'est peut-être la diapo la plus importante. La première chose qu'il faut rechercher quand on a un patient qui fait de la confusion, je rappelle le délirium c'est confusion, c'est un faux ami, c'est confusion, c'est pas délire. Ce sont des complications bien sûr, complications multiples. Donc la première chose qu'on a un patient qui fait de la confusion post-opératoire, c'est d'aller faire un examen clinique, ça prend du temps, de demander un bilan, rechercher un sepsis, rechercher des troubles métaboliques, une insuffisance rénale, et puis déjà, potentiellement, on va découvrir des complications qu'il faut traiter pour traiter le délirium. Autrement, on ne va pas y arriver. Donc, il y a des revues générales là-dessus, mais en fait, sur toutes les complications médicales qu'on peut trouver en post-opératoire, vous connaissez ça très bien. Et puis, traiter la douleur, j'en reparlerai, on en a déjà parlé. Bien sûr, la douleur est un facteur important en préopératoire, pour des urgences, et en post-opératoire, qui favorise le délirium. Pourquoi il faut rechercher le délirium? Parce que, évidemment, ça cause, ou en tout cas c'est associé à des complications, notamment la forme hyperactive, complications multiples que vous voyez là, complications graves. La forme hypoactive, qui est, je vous rappelle, beaucoup plus fréquente que la forme hyperactive en post-opératoire, c'est plutôt associé
à la dysfonction cognitive à plus long terme. Parce que c'est cause-conséquence, c'est plutôt associé, alors que la forme hyperactive est plutôt associée à des complications. Voilà. Et puis, j'aime bien cette diapositive, très américaine. Les Américains aiment beaucoup parler en termes de coût, mais le coût, ça veut dire quand même un engagement thérapeutique quelque part. Et à partir de cette étude, ils ont calculé que le coût du délirium périopératoire, post-opératoire, c'était quand même très significatif par rapport, par exemple, au traitement de la fracture de hanche. Par rapport, c'est 10% du coût total du traitement des maladies cardiovasculaires. Donc c'est un coût extrêmement significatif, et au fur et à mesure du vieillissement de la population, qui va devenir de plus en plus significatif. Alors je reviens un peu sur la prévention, beaucoup de choses ont été dites. Je vais quand même, je suis complètement d'accord avec ce qu'a dit l'orateur précédent, pour clarifier les choses. Je vais peut-être revenir sur certains points quand même. Alors d'abord, la détection des troubles cognitifs préopératoires. Alors on vous l'a dit déjà, notre collègue Gérard Ladry, si on ne cherche pas les troubles cognitifs, si on ne cherche pas le délirium, on ne le trouve pas. Donc il y a des publications où c'est très faible, vous voyez 1%, bah ouais, c'est qu'on ne le cherche pas. J'aime bien cette publication récente de l'EJA, où ils ont fait un score MoCA systématique en préopératoire chez des patients, vous voyez, toutes catégories, même des patients jeunes, et ils ont trouvé une incidence de 40% de troubles sur l'échelle MoCA, donc de troubles cognitifs. C'est considérable, et évidemment, vous voyez qu'il y a une relation avec l'âge, où au-delà de 50 ans ici, et notamment de 60 ans, c'est évidemment beaucoup plus fréquent. Alors, il y a une variation extrêmement importante en fonction de l'âge, bien sûr. Vous savez que le sujet âgé, ce n'est pas forcément l'âge, c'est plutôt l'état physiologique. Et vous voyez que ce qui était le plus perturbé, finalement, c'est la mémoire et les capacités visio-constructives. Et donc, tester la mémoire, c'est probablement important pour détecter ces troubles. Donc, encore une fois, si on cherche de manière fine, on va en trouver beaucoup plus. Alors, l'EEG. L'EEG, on en a parlé un petit peu. Que disent les recommandations? Les recommandations disent que l'EEG informatisé, enfin en gros le BIS, il suggère que c'est utile, donc déjà c'est utile, avec quand même une qualité de preuve qui est basse et une force de la recommandation qui est faible. Pareil pour les autres indices EEG, le DSA, les silences électriques, on en a beaucoup parlé, c'est la même chose, ils ne sont pas très convaincus, mais il y a quand même pas mal d'études. Alors qu'est-ce qu'il faut en penser? D'abord, on vous a cité ces deux études, celle-là qui montre que ça marche, oui, enfin, c'est une étude post-hoc. Donc rétrospective quand même. Étude Engage, qui est une étude quand même très large effectif, des patients relativement âgés. Il montre d'abord qu'il n'y a pas de différence dans le groupe EEG ou dans le groupe Usual Care. Et quand on regarde la durée des silences électriques, dans le groupe EEG, entre les patients qui font un délirium et ceux qui ne font pas, il n'y a pas de différence. C'est dans le groupe Usual Care où il y avait un BIS mais qui n'était pas vu par les anesthésistes. Là encore, il n'y a pas de différence. Et si on regarde la durée passée avec un BIS trop bas, on va dire, trop profond, là encore, il n'y a aucune différence. Donc vraiment, il n'y a rien qui sort. Et puis en plus, dans les recommandations, ils n'avaient pas cette étude-là, qui est l'étude Engage Canada, qui est parue en même temps en 2024. Ils ont pris de la chirurgie cardiaque, un gros groupe de patients de chirurgie cardiaque, qui est aussi un bon modèle quand même de délirium. Et là, vous voyez, à 5 jours, strictement aucune différence que les patients soient monitorés par le BIS ou pas. En revanche, le BIS, ça marchait bien pour détecter, pour supprimer la durée des silences électriques. Vous voyez, 3 fois plus de silences électriques chez ceux qui n'avaient pas de BIS. Et ça, c'est considéré, dans les études anciennes, comme extrêmement significatif. Donc les études récentes, elles ne sont pas très en faveur quand même du BIS. Alors je ne dis pas que ça ne sert à rien, et là je suis complètement d'accord. Dans une prise en charge globale, chez des sujets âgés qui sont fragiles, qui sont sensibles aux anesthésiques, moi j'utilise le BIS parce que je pense que c'est utile. Mais ce n'est pas ça qui va changer fondamentalement les choses. Alors il y a d'autres indices qui sortent. Il y a celui-là, cette étude très récente, qui montre qu'à 1 minute, la diminution de la puissance dans les bandes alpha et bêta, c'est peut-être utile. Qu'à 15 minutes, si on prend des indices non conventionnels, bon, c'est de la recherche, clairement, ce n'est pas pour demain. En plus, il y a plein de problèmes, de difficultés, en particulier chez le sujet âgé. Mais la recherche continue et peut-être qu'on aura des choses dans l'avenir. Et puis finalement, on a ces deux études. L'étude Raga, on a vu, l'étude Regain, qui est la même chose, fracture de hanche, rachianesthésie versus âgé, et qui montre qu'en gros, qu'on utilise des produits de l'anesthésie générale ou pas, l'incidence du délirium, qui est assez différente entre les deux études, c'est exactement la même. Il n'y a aucune différence. Encore une fois, ça ne veut pas dire que l'ALR, ce n'est pas utile. Et je rejoins ce qui a été dit, l'ALR dans une prise en charge globale, de gestion de la douleur, de réhabilitation rapide, c'est évidemment très utile, notamment dans la fracture de hanche, il n'y a aucun doute, mais ce n'est pas ça qui empêche le délirium. Ce qui crée le délirium, c'est l'inflammation, c'est donc la chirurgie. Ce ne sont pas les produits anesthésiques. Et donc il faut expliquer autour de nous que ce n'est pas l'anesthésie qui va augmenter le délirium. Ce n'est pas ça.
c'est la douleur, c'est l'acte opératoire et qu'on n'a pas le choix. Les produits anesthésiques ne donnent pas de confusion post-opératoire. Alors, sauf si on utilise des doses massives de benzodiazépine, mais je ne pense pas que vous fassiez ça. Alors, les traitements maintenant. Alors, il y a déjà une très belle étude qui est intéressante, très récente, qui regarde les études prospectives randomisées sur les 10 dernières années. Alors déjà, ça montre qu'il y en a beaucoup, plus de 200, important, sur les traitements. 20% de ces études, c'est le produit magique, un magic bullet, comme disent les anglo-saxons, c'est la dexmédetomidine. Alors, on va parler un peu de la dexmédetomidine, qui est le produit magique. Et puis les programmes non pharmacologiques, voilà, on reparlait pas mal, quand même pas mal d'études, 12, parce que c'est pas facile de faire des études sur les méthodes non pharmacologiques, études prospectives randomisées. Alors qu'est-ce qu'ils disent qui est important quand même? D'abord, c'est que 40% des études ont un risque élevé de biais. Et celles qui sont à biais faible, il n'y en a que 20%. Je parlais de Engage, correspondent à des interventions qui sont moins efficaces. Petites études, c'est plus efficace. Grandes études, c'est moins efficace. Attention aux petites études. Ensuite, il y a un effet, pas centre, il y a un effet pays, région. C'est qu'en général, les études qui proviennent d'Amérique du Nord, d'Europe, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, montrent moins d'efficacité que les études qui viennent de Chine. Bon, pas de commentaires, sauf que je prends ma casquette de rédacteur en chef adjoint de l'EJA. On est embêté par les études chinoises. On est submergé d'études chinoises. 90% des papiers qu'on reçoit viennent de Chine. On est embêté à tel point qu'on a recruté une éditrice chinoise et qu'on est vraiment endetté. On demande son avis. L'équipe est fiable ou machin? Parce qu'ils s'appellent tous Lu, Chan, machin, et compliqué. Et ce qui montre dans cette méta-analyse, c'est quand même la dexmédetomidine, ça a réellement l'air magique parce que ça diminue l'incidence du délirium post-opératoire de pratiquement 40%. C'est magique. Sauf que, quand on regarde les études qui viennent d'Amérique du Nord, d'Australie, de Nouvelle-Zélande, d'Europe, c'est pas significatif. Par contre, en Chine, c'est super efficace. Bon, c'est peut-être les Chinois. Non. Et puis, donc, comme on ne sait pas bien, j'ai pris la dernière étude française. Vous voyez, d'un groupe bien connu de recherche, 348 patients, c'est déjà pas mal, au-dessus de 65 ans, chirurgie cardiaque, c'est pareil. C'est pareil avec la dexmédetomidine. Donc en France, ça ne marche pas, en tout cas pas bien. Et puis, je vous ai mis les objectifs secondaires, alors vous ne pouvez pas lire, mais je vais la faire simple, il n'y a aucune différence. Sauf, quand même, que l'hypotension est 10 fois plus fréquente quand on fait de la dexmédetomidine, donc il faut le faire en soins intensifs, sûrement pas en chambre, et puis c'est un peu embêtant quand même d'avoir de l'hypotension. Alors, la drogue miracle contre le délirium, est-ce qu'elle existe? Alors, on a beaucoup testé de drogues miracles. Je vous ai mis ici, et ce n'est pas exhaustif, un certain nombre de drogues, parues dans des très bons journaux, hein, vous voyez, JAMA, Lancet, etc. Bon, très bien. Tous ces essais sont négatifs. Donc la drogue miracle contre le délirium, en tout cas, ce n'est pas pour aujourd'hui. Et à mon avis, ce n'est pas pour demain non plus. Parce que l'idée générale, hein, moi j'ai fait toute ma carrière dans les neurosciences, si vous voulez. J'ai fait 30 ans de réanimation neurologique et neurochirurgicale. J'étais au bloc opératoire de neurochirurgie. J'ai fait de la recherche au labo. L'idée quand même qu'une drogue agissant sur une voie ou un neurotransmetteur puisse avoir une action sur l'ensemble des facultés cognitives, c'est complètement délirant. C'est une naïveté absolument incroyable. Pas comme ça que ça marche, clairement. Alors, les neuroleptiques ou un produit qui est un antipsychotique non neuroleptique, non conventionnel, ou le placebo qu'on voit mal qui est en jaune. Vous voyez, sur l'incidence ou la durée de délirium, ça fait rien du tout. Bon. Ici, c'était quoi? Alors ici, c'est un produit qui est intéressant pour les anesthésistes, qui est la kétamine. Parce qu'il y a des raisons expérimentales, et puis il y avait des données cliniques qui montrent que la kétamine, ce n'est pas intuitif totalement, mais ça pouvait, c'est un antagoniste NMDA, vous savez, et ça pourrait permettre de diminuer le délirium post-opératoire. Donc ici, une très grosse étude avec injection unique de 0,5 ou 1 mg/kg, déjà qui a 7 ans, bon, très bien. Aucune différence. Différents types de chirurgie, sujet de 70 ans, aucune différence avec la kétamine en dose unique. Un peu plus embêtant, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui, pas de différence sur la douleur entre J1 et J3. Donc dans certaines chirurgies, moi j'en fais à faible dose pour prévenir la douleur.
quand vous regardez la littérature, c'est pas très convaincant. Mais enfin bon, c'est un autre sujet. Alors il y a d'autres études plus récentes. Ici, ce qui est intéressant, c'est qu'ils l'ont fait en perfusion post-opératoire. Perfusion. Bon, et ils montrent que c'est efficace. Bon, c'est du rétrospectif, score de propension, voilà. Ici, étude française, design un peu ancien, mais paru dans CCPM très récemment, où là, c'est pas tout à fait du délirium. Ils ont fait des tests cognitifs post-opératoires, le MoCA, Montreal Cognitive Assessment. Notre collègue Gérard pourra vous dire ce qu'elle en pense, ou le Trail Making Test, donc très gros travail, très difficile quand même, hein, sur quand même beaucoup de patients relativement âgés. Et vous voyez que dans ce qu'on peut appeler le Delayed Neurocognitive Recovery, pas de différence. Délirium, ils en ont relativement peu, c'est aussi assez étonnant. Et vous voyez, aucune différence non plus. Donc, voilà, la kétamine, quand même, ne marche pas très bien là-dessus. Là encore, en tout cas dans cette étude, là, la douleur elle est plus élevée dans le groupe kétamine. Et il n'y a aucune différence dans la consommation de morphine. Donc je commence à me poser des questions sur mon utilisation de kétamine au bloc opératoire pour réduire la douleur, mais encore une fois, c'est un autre sujet. Alors, est-ce que ça veut dire que ces traitements, ils sont tous inefficaces? Certainement pas. Les traitements, ils sont efficaces quand on les utilise à bon escient, sur une bonne indication. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que s'il y a des hallucinations, très fréquentes en chirurgie cardiaque, hein, on a fait une thèse, 30% de patients qui ont des hallucinations en post-chirurgie cardiaque. Très fréquent, je ne sais pas pourquoi. Ou de l'agitation, là, bien sûr, les neuroleptiques ont une place, bien entendu, titrés. Le traitement de la douleur, alors on est tous d'accord, hein, j'ai mis alors ALR, hein, évidemment, ALR. Ouais, si c'est pas accessible à l'ALR, chirurgie abdominale, machin, on fait un tab bloc, et puis au bout d'un moment, un tab bloc, il ne dure pas. Hein. Les morphiniques, bien sûr. Alors, l'acupan, on élimine. Le tramadol, on élimine. Et on fait des morphiniques. Alors, il y a des publications qui disent que les morphiniques, c'est associé à la douleur. Ouais, sauf qu'il y a un biais dans les études, c'est que quand on donne des morphiniques, c'est que les patients ont mal. Hein, donc, voilà, compliqué. Mais effectivement, acupan, tramadol sont des produits. Alors, l'acupan, j'utilise un peu, je dois dire. Le tramadol, jamais, parce que morphinique faible, quand on a accès au morphinique fort, je vois pas bien l'intérêt. Et puis l'acupan, chez le sujet âgé, effectivement, c'est pas très bon. Favoriser le sommeil, comment? Alors, il y a des papiers sur la mélatonine. En fait, ça marche pas très bien sur le délirium, hein, sur le sommeil, pas très bien non plus. Traitement de l'anxiété, on a l'habitude de donner des benzodiazépines. Et nous, on a les psychiatres à côté, qu'on fait souvent venir. Et chez tous les patients, parce que je travaille aussi en réanimation et au bloc, je vous rassure, qui font un PTSD, il y en a pas mal, en particulier chez les brûlés, ça ne marche pas du tout, les benzodiazépines. Ce qui marche très bien, c'est la siamimazine, le tertian. Ça marche beaucoup mieux. Moi, c'est un truc que j'ai appris, c'est qu'il vaut mieux donner quelquefois des petites doses de tertian que des benzodiazépines. Alors, pour des cas particuliers, le sevrage alcoolique, baclofène, vous savez que c'était censé marcher très bien, et nous avons nos collègues de la région de Brest, c'est sans doute un hasard, qui ont travaillé sur le sevrage alcoolique. Et ils ont donné de fortes doses de baclofène en prospectif randomisé versus un placebo, avec aussi de fortes doses de midazolam quand même. Hein. Les benzos, c'est la base du traitement du délirium très mince. Et ce qu'ils ont trouvé, en gros, pas de différence. C'est pas très significatif. Et ils disent eux-mêmes dans la discussion, effet modeste sur l'agitation, prolongation de la durée de ventilation des séjours en réa, donc ça marche pas le baclofène. Il faut quand même se rappeler les effets adverses des traitements sur le cerveau, notamment des antibiotiques. Nous, on a fait une étude sur le suivi thérapeutique des antibiotiques. C'est pas compliqué en réanimation. 1/3 de patients sous-dosés, 1/3 de patients dans les ranges thérapeutiques, 1/3 de patients surdosés. Et c'est là qu'on a un problème, par exemple avec des produits comme le cefepime, c'est bien connu, c'est que les bêta-lactamines en surdosage, ça entraîne du délirium, ça entraîne aussi des anomalies EEG. Donc ça vaut le coup de doser les antibiotiques. Alors, il y a des mesures non pharmacologiques, je vais y revenir, mais en particulier l'éducation du personnel et les protocoles post-opératoires individualisés. Mais je vais revenir là-dessus. Alors, en fait, celui qui a tout dit, à mon sens, c'est un gériatre. C'est Inouye. Alors, si vous tapez Inouye, Sharon Inouye sur PubMed, vous allez voir qu'il a tout dit, notamment dans le périopératoire, qui a fait cette étude en 1999, où il a fait des interventions, celle-là simple, et il a fait 2 groupes, intervention, pas intervention, et il a montré chez les patients âgés de services de gériatrie que ça diminuait l'incidence du délirium. Alors c'est quoi? Des protocoles d'orientation, des tableaux avec les noms du soignant, le programme de la journée, des horloges, quelle heure est-il, etc. Simple. Des activités cognitives, hein, des puzzles, voire des mots croisés, on a vu, jouer aux échecs, voilà, ce que le patient est capable de faire. L'induction non pharmacologique du sommeil, la relaxation, effectivement les massages, la musique. Favoriser le sommeil profond, c'est-à-dire pas que l'infirmière ne passe pas à 3 heures du matin en disant « Ah, monsieur, bonjour, je viens vous prendre la tension ».
Ça, c'est pas bon. Y compris en réanimation. La mobilisation précoce, on connaît bien ça, hein, très important, la mobilisation précoce. Bien sûr, les aides visuelles et auditives, chez les patients qui voient mal et qui entendent mal, s'ils sont déconnectés de la réalité, évidemment, ils font du délirium. Et éviter la déshydratation. C'était déjà connu en 99, c'est encore plus important en périopératoire. Il manque un truc dans sa prise en charge qui est spécifique au post-opératoire, c'est évidemment l'analgésie qu'il faut rajouter à cette liste. Alors en réanimation, il y a l'équivalent qui est le bundle ABCDEF, où il y a aussi la mobilité précoce et l'exercice, et puis la famille autour du patient pour resituer le patient. Alors ce qui est intéressant dans la réanimation, je ne vais pas trop en parler, c'est que quand on regarde l'incidence du délirium, de ces manœuvres sur le délirium, si on fait une ou deux manœuvres, une ou deux recommandations de ce bundle, ce n'est pas très efficace. C'est l'association de ce paquet de mesures qui va finir par être efficace et qui, sur la méta-analyse, va montrer un effet significatif. Donc il faut associer les mesures, et ce n'est pas une mesure, ce n'est pas que favoriser le sommeil qui va marcher, c'est l'ensemble de mesures non pharmacologiques. Alors effectivement, je remets cette diapo sur le programme HELP, Hospital Elder Life Programme. Vous pouvez trouver ça sur Internet, et c'est très bien de trouver ça. Il y a plein d'hôpitaux américains qui ont adhéré à ce programme, il n'y a que 2 hôpitaux français. Mais ça ne veut pas dire qu'on fait mal les choses, ça veut dire que bon, c'est un programme américain. Donc voilà. Qu'est-ce qu'ils disent? La même chose, hein, qu'il faut améliorer la vue et l'audition, qu'il faut mobiliser les patients, qu'il faut des méthodes d'orientation cognitive, il faut contrôler la douleur, donc ils le disent bien, il faut de la stimulation cognitive, il faut de la communication, il faut bien sûr de la nutrition et éviter la déshydratation avec un apport hydrique suffisant, il faut favoriser le sommeil, il faut, on l'a déjà dit, revoir les traitements et pas avoir une accumulation de traitements, en particulier les traitements anticholinergiques. Et puis, il faut une équipe interdisciplinaire. Ce n'est pas nous tout seuls qui allons régler le problème. Et j'aime bien cette diapo, je ne vais pas vous dire, mais qui montre, je ne vais pas vous détailler ça, mais qui montre que tous les personnels de l'hôpital ont un rôle à jouer. Et probablement, l'aide-soignante qui s'occupe bien du patient, le faisant manger en lui parlant, est probablement plus importante que l'anesthésiste surchargé qui passe en vitesse. C'est sûr. Le kiné, évidemment, a un rôle fondamental. Les infirmières, mais même le directeur de l'hôpital, en donnant les moyens adéquats pour pouvoir s'occuper des patients, en particulier dans les personnels dits petits personnels, pas de petits personnels à l'hôpital, hein, les aides-soignantes, etc. Donc, tout le monde est important pour prendre en charge les patients. Nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire le leadership, c'est-à-dire qu'on peut convaincre les gens que c'est important, en particulier les infirmières. On peut faire donc de la communication, on peut instaurer une confiance entre l'ensemble des membres de l'équipe. On peut se coordonner évidemment avec les gériatres. Alors c'est facile à dire, c'est moins facile à faire parce que les gériatres sont quand même pas très nombreux, en tout cas à Marseille, ils sont très très peu nombreux. Et puis évidemment un respect mutuel. Il n'y a rien de pire que le chirurgien qui passe dans une chambre en hurlant, en disant « Ah, pourquoi vous n'avez pas fait ça ?» Bon, ça ne marche pas. Alors c'est ce que dit évidemment, ce que disent les recommandations de l'EJA. Il faut une évaluation cognitive préopératoire, il faut une conférence multidisciplinaire, il faut une évaluation gériatrique. Bon, évidemment, pas le faire à tout le monde, hein. Donc il faut vraiment cibler, et ça c'est l'objectif des plus jeunes dans les années qui viennent. Moi je demande, allez, un avis de gériatre par mois au maximum. Et je sais qu'il faut du temps, parce que ça prend du temps, parce qu'ils ne sont pas beaucoup disponibles, parce qu'on leur demande d'intervenir partout. Et donc j'en demande une par mois quand je sais que le patient a le temps d'attendre cette évaluation gériatrique. Donc on cible. Donc il y a la théorie et il y a la pratique. Donc pour conclure, d'abord pour traiter le délirium, il faut le diagnostiquer. Donc il y a différentes échelles. Si on ne fait pas le diagnostic, on ne fait pas le traitement et on passe à côté. Et après on se dit « Ah, il y a eu des complications ». Ouais. Ne pas croire aux médicaments miracles, ça ne marche pas. Il faut s'adapter aux patients de manière individuelle. Il faut former les équipes, alors ça on peut faire, et organiser le travail. Donc ça, dans tout le volet médecine périopératoire, hein, qui fait partie de notre métier maintenant, à mon avis, c'est le côté, je dirais, numéro 1, avec la douleur. On a vu que la douleur, ça allait assez bien avec la prévention du délirium. Donc là, il y a un travail global qui consiste à former les gens pour éviter cette confusion et pour traiter la douleur. Et puis, bien sûr, il faut qu'on initie la démarche quand elle n'est pas faite. Et elle est peu faite parce que vous avez tous des problèmes de personnel. Mais finalement, il y a un truc connexe qui marche assez bien pour initier cette démarche, c'est la RAC.
Parce qu'il y a beaucoup des choses que j'ai dites qui sont évidemment incluses dans la RAC. Et une manière de limiter le délirium, c'est de dire on va faire un programme RAC. Et si on fait un programme RAC, on fait beaucoup des choses qui limitent le délirium. Pas tout, mais beaucoup. Voilà, je vous remercie.